Alors, on a des créneaux assez serrés. On va faire passer peut-être Ernestine et Elisabeth Moiron-Braud, donc l'Observatoire et des violences faites aux femmes du 93, et l'ami prof. Et ensuite, on passera à ce qui se fait dans le 93. Voilà. 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 La team Sainte-Sainte. Oui, oui. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, hein, pendant que tout le monde s'installe, c'est que j'ai vos mails à toutes et à tous. Si jamais il y a des mails qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, surtout vous me les envoyez. Vous savez, vous passez par l'association ou par mon mail drmsalmona@gmail.com et je vous enverrai tous les liens nécessaires pour tout ce qu'on a abordé, pour que vous ayez le maximum d'informations. Et je vous enverrai aussi les mesures qu'on veut proposer, et surtout je vous demanderai vraiment, parce que j'aimerais que ces 2 journées servent à ça, je vous en ai déjà parlé, qu'elles soient force de proposition, et que vous puissiez me renvoyer vos idées, pour qu'on puisse vraiment utiliser toutes les possibilités et toutes les expertises extraordinaire qu'on a réuni ici aujourd'hui même et hier. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la team 93, plus l'ami prof. Alors, on va peut-être dire qu'on va passer d'abord à l'ami prof, oui. Le plan national de formation, et puis ensuite donc à Elisabeth Moiron-Braud, et puis ensuite ce sera la team de Seine-Saint-Denis. Pour reprendre l'expression de Diata. Oui. Effectivement, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et comme vient de le rappeler Ernestine, c'est vrai que la MIPROF donc, est une mission, mais une mission rattachée au gouvernement, une mission gouvernementale, donc on n'est pas rattaché à un département particulier, donc on est au niveau national. Et donc Le département de la Seine-Saint-Denis a beaucoup... Ah oui, mais je vais le dire. Ne t'inquiète pas, Ernestine, je vais le dire. Alors, effectivement, tout d'abord, je vais présenter ce qu'est la MIPROF, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est une mission qui s'appelle Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, vous voyez quand même deux actions fortes. Alors, en ce qui concerne Et puis moi, je vais me présenter peut-être rapidement. C'est donc, mon nom est Elisabeth Moiron-Braud et je suis magistrate et secrétaire générale de cette mission. Donc, la MIPROF a été créée en 2013 et donc c'est une jeune mission. Nous sommes assez peu nombreux, mais j'espère que nous sommes efficaces. Et alors, bien sûr, en 2013, lorsque la MIPROF a été créée, bien Ernestine René en faisait partie, puisqu'elle était coordinatrice nationale des violences faites aux femmes. Depuis qu'elle nous a quittés, elle reste quand même un petit peu avec nous, même beaucoup avec nous, puisqu'elle est vraiment experte auprès de la MIPROF. Alors, sur le volet protection des femmes contre les violences, la mission de la MIPROF, c'est la formation des professionnels. Donc, par notre décret de création, on nous a confié donc l'élaboration d'un plan national de formation. Et cette mission a été appuyée, j'aime bien le rappeler parce que les lois, c'est quelque chose d'important, mais évidemment, il faut qu'elles soient effectives, mais c'est important, a été appuyée par la loi du 4 août 2014, la loi la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et qui a prévu dans son article 51 un article, je le dis parce que connaissant très bien les lois, c'est quand même une des seules lois qui prévoit un article de formation aussi précis, puisque tous les professionnels presque sont cités, non seulement bien sûr la police, la gendarmerie, les professions médicales, les avocats,
Et les magistrats, n'en parlons pas, mais également, eh bien, quelquefois, les douaniers, les personnes, enfin, tout vraiment ce qui peut être professionnel, société civile, mais également aussi administration, les douaniers, les gardes-frontières, etc. Alors, et là, et aussi la mission qui est très, enfin, dans la loi, il est bien précisé, dans la formation, c'est pas seulement former sur les violences faites aux femmes, mais aussi c'est former sur presque les spécificités de ces violences, et notamment, et c'est dit dans la loi, les conséquences psychotraumatiques. Donc, je voudrais juste peut-être vous faire peut-être une minute de confidence. Quand je suis arrivée à ce poste, donc de secrétaire général de la MIPROF, étant magistrate, je voyais tout sous le prisme de la loi. C'est très bien. Je pense qu'on fait très bien notre métier. Bon, on a quand même une culture générale autour de cela, mais quand même, si vous voulez, la loi, c'est notre colonne vertébrale et on voit tout, comme je dis tout à l'heure, le prisme du droit, tout sous le prisme du droit. Et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, et c'est toujours, de tous les jours, une expérience extraordinaire, parce que justement, et grâce à Ernestine, beaucoup, quand je suis arrivée, elle m'a éduquée. Hein, tout le monde sait combien Ernestine aime bien passer son savoir, et c'est vrai que là, j'ai vraiment appréhendé toute la dimension psychologique, toute la dimension émotionnelle, toutes ces spécificités des violences faites aux femmes, que dans le cadre de formation de juriste, eh bien, on n'apprend pas forcément. Et donc aussi, nous sommes entourés à la MIPROF par des expertes, et Muriel Salmona est vraiment l'experte auprès de la MIPROF, parce que sur tout ce qui est conséquences psychotraumatiques, vraiment c'est un apport très très précieux. On a fait d'ailleurs avec Muriel des petits clips qui servent beaucoup pour les formateurs lorsqu'ils font des formations avec les outils MIPROF dont je vais vous parler rapidement. Et bien souvent, ils nous ont demandé, en fait c'est parti d'une de leurs demandes, disant bah oui, nous, alors par exemple des formateurs policiers gendarmes, ils disent bon ben nous on arrive avec l'outil de la MIPROF, on arrive à bien connaître certaines choses, on peut former là-dessus, on peut former sur nos pratiques, etc. Mais le psychotrauma, c'est quand même compliqué à expliquer quand on n'est pas vraiment spécialiste. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ces clips, et donc Muriel explique très bien sûr, toutes les conséquences psychotraumatiques, et c'est très très apprécié, et elle intervient aussi très très souvent dans les formations de formateurs. Idem, on a fait aussi un clip avec Ernestine René sur la différence entre les violences et entre conflit et et violence. Voilà. Et donc, ce sont des outils qu'on utilise, enfin qui sont utilisés et qui sont sur le site de la MIPROF. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un plan national de formation ? En fait, c'est un grand mot pour être beaucoup plus simple que ça. Donc, c'est que c'est faire un plan pour tous les professionnels, pour que tous ils aient un socle commun de connaissances qui parlent de la même chose. Ce qui est déjà essentiel, surtout quand on connaît toutes les spécificités que sont les violences faites aux femmes, que ce soit les violences conjugales, les violences sexuelles ou encore autres violences. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le socle commun, et c'est ce que nous avons établi. C'est-à-dire, et ensuite, nous avons fait à partir de ce socle commun, notamment ce qu'on a appelé le kit pédagogique ANA, qui était initialement et qui est toujours à destination des professionnels de santé, particulièrement les médecins, mais qui expliquait très bien tous les mécanismes de la violence, la stratégie de l'agresseur, les conséquences psychotraumatiques, les attitudes qu'il faut adopter par rapport à une violence, à une femme victime de violence. Eh bien, à côté de cela, on a fait beaucoup de fiches réflexes. Aujourd'hui, on en est à peu près une dizaine, en fonction des professionnels que nous visions pour être formés. Donc, à partir d'ANA, où il y a donc un court-métrage avec un guide qui accompagne ce court-métrage pour bien expliquer tout ce que je vous ai dit, donc le socle commun de connaissances, eh bien, quand ensuite on s'est attaqué très vite aux policiers et aux gendarmes, on est parti de ce film ANA, donc pour qu'ils connaissent les fondamentaux, et puis on a bien sûr élaboré une fiche réflexe qui était vraiment consacrée
à la formation des policiers et gendarmes. En fait, le but qu'on poursuit dans nos fiches réflexes pour tous les professionnels, c'est qu'ils puissent, on veut les aider à ce qu'ils puissent adapter leur pratique professionnelle aux spécificités de ces violences. Voilà. Donc, pour les policiers et les gendarmes, par exemple, en annexe, on a donc les bons réflexes à apporter, etc., les bonnes questions à poser, les mauvaises questions, surtout les questions à ne pas poser. Mais donc, on a fait une trame d'audition. Ce sont donc des documents qu'on annexe souvent aux fiches réflexes, une trame d'audition pour qu'ils sachent justement les bonnes questions à poser et en tout cas et éviter les mauvaises. Idem pour les médecins aussi, que ce soit les infirmières, tous les professionnels de santé. On a non seulement donc fait une fiche réflexe pour que eux-mêmes aient les bons réflexes en tant qu'infirmiers, en tant que médecins, en tant qu'hospitaliers, en tant qu'urgentistes, etc. Mais aussi pour les aider, là aussi, qu'est-ce que je fais pour effectivement, j'ai constaté ces violences, et si la dame me demande un certificat médical, d'abord il faut qu'il sache que c'est très important pour ensuite que le dossier puisse aller au judiciaire, pour la conservation des preuves et tout ce qui est preuve. Et là, eh bien, on a fait des modèles de certificats médicaux où aussi on explique ce que c'est qu'aussi le secret professionnel et comment il peut être levé, etc. Voilà, donc j'essaie de faire ça très 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 vite. On a fait beaucoup d'outils. On a fait un donc sur les violences conjugales qui est Anna. Ensuite, on a Elisa sur les violences sexuelles. Aussi Tom et Léna, l'impact des violences au sein du couple sur les enfants, qui est beaucoup destiné aux éducateurs, à tous les professionnels de l'enfance, pas seulement les éducateurs, tous les professionnels de l'enfance. Ensuite, à notre protection sur ordonnance, à destination des avocats. Une femme comme moi, alors ça c'était un outil qu'on a présenté l'année dernière, qui est les violences sexuelles dans les relations de travail. Et ça c'est un outil qui est plutôt à destination de tout ce qui est l'administration, c'est-à-dire la fonction hospitalière, ce qu'on appelle dans l'administration la fonction hospitalière, la fonction territoriale et bien sûr l'État. Aussi un outil sur les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, et je crois que j'en ai pas oublié, si ce n'est que cette année, on a préparé des outils, notamment pour les professionnels qui sont susceptibles d'être souvent en contact avec des femmes en situation de handicap, qui sont au quotidien à les aider. Bien sûr, on a fait ça avec Marie Rabatel, qui est là ici, que je salue. Et notre pratique, si vous voulez, c'est que nous, on ne fait pas des outils tout seul dans notre coin, ça n'aura absolument aucun intérêt. On travaille toujours avec des professionnels de terrain, les professionnels qu'on vise. Donc, si on travaille pour les policiers et les gendarmes, bien sûr, on va travailler avec des policiers, avec des gendarmes, mais également aussi avec les ministères qui sont concernés, ce qui est très important, parce qu'après, c'est pas tout de faire des outils, ça c'est très très important, mais ensuite, il faut toujours que ces outils, être sûr qu'ils soient diffusés, qu'ils soient utilisés, donc il faut toujours avoir la main. Et si on veut avoir la main, il faut que nos partenaires avec qui on fait ces outils, eh bien, ils soient très impliqués. Parce que s'ils sont impliqués et s'ils ont été associés à la démarche, ils vont avoir envie de continuer. Puis surtout, ça nous donne une vraie légitimité pour que tous les professionnels s'emparent de cela. Pour les professions libérales, on travaille avec les ordres. Par exemple, les ordres des médecins, ordre des infirmières, et pour les avocats, par exemple, ordre des avocats. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, je voudrais dire une chose, c'est qu'actuellement, nous travaillons dans le cadre du Grenelle des violences. Et ce qui me frappe dans les groupes de travail, je ne peux pas aller à tous, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'aller à beaucoup de groupes, et quelquefois, j'entends des réflexions de « Oh, ben, attends, la formation, c'est un peu la tarte à la crème. À chaque fois, quand on ne sait pas quoi faire, on sort la formation. » Ou alors, je tairai les corps professionnels qui disent ça. « Oh, bah, nous, on est très bien formés. On n'a pas besoin de formation. » Voilà. Alors là, je dois dire, je me régale de leur dire, d'intervenir en leur disant que manifestement ils font fausse route. Et je peux donner quelques exemples autour de moi, autour de professions que j'ai l'habitude de fréquenter, où quelquefois il y a eu des réflexes qui ont été totalement inappropriés, que lorsque des forces de sécurité me disent que quand même déjà, ils sont, en général c'est jamais les gens de terrain qui me disent ça, ça va être l'école de formation ou les gens dans le ministère qui sont chargés de la formation qui vont dire, vous ne vous rendez pas compte, nous d'abord on n'a pas de temps, on fait déjà beaucoup d'heures de formation,
formation, donc on n'a pas le temps. Et puis quand même, on fait déjà beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, quand même, on a envie de répondre, oui, mais... Regardez autour de nous. En ce moment, on parle beaucoup des féminicides. On voit que les derniers féminicides, il y a 1 mois ou il y a 2 mois, je pense que les professionnels institutionnels qui ont connu, qui ont eu à connaître de ces cas, ils étaient manifestement pas bien formés. Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. On continue à travailler, on continuera à travailler là-dessus et sans arrêt essayer de motiver sur cette motivation. Mais je peux vous dire que dans le cadre du Grenelle, on est très bien entendu et que beaucoup de ministères ont mis la formation au cœur de ces préoccupations. Et je voudrais juste terminer par une chose, c'est que donc le deuxième volet de la mission de la MIPROF, c'est la traite des êtres humains, la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Et donc là, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont victimes. Et donc j'ai été extrêmement sensible à tous les propos qui ont été tenus, notamment en ce qui concerne les femmes qui sont utilisées au niveau international, c'est-à-dire le viol, qui est une arme de guerre. Je peux dire que la traite des êtres humains, c'est pas tout à fait une arme de guerre, mais en tout cas, c'est un outil de pression et surtout dans l'économie souterraine et dans l'économie criminelle, puisque ça rapporte énormément d'argent au niveau mondial. Voilà, j'allais terminer. Je passe tout de suite la parole à Ernestine. Je suis désolée d'avoir été un petit peu longue. Bonjour. D'abord, bon anniversaire pour ce qui me concerne et merci de m'avoir invité. J'étais là que cet après-midi, mais ça m'a donné plein d'idées. Donc un grand merci Muriel, un grand merci à l'association parce que ça donne des idées. Alors en écoutant là, à l'instant Elisabeth, je me disais, c'est vrai, il faut former, mais je crois qu'il faut aussi changer les mentalités. Parce que ces jours-ci, moi j'écoute beaucoup de femmes victimes, et j'entends 4 choses que j'ai entendues cet après-midi. La première, c'est que les femmes veulent être crues. Et donc ça demande que face à la présomption d'innocence, on ait une présomption de crédibilité pour la victime lorsqu'elle révèle les violences. La deuxième chose, c'est que quand elles ont révélé les violences, elles veulent être protégées. Et ça aussi, c'est un enjeu actuel. La troisième chose, c'est qu'elles veulent des soins somatiques et psychotraumatiques, gratuits, 100%, pour tout le monde, que ce soit une psychologue ou un psychiatre, 100%. Et on voit que là, on n'est pas encore arrivé. Et la troisième chose, c'est qu'elles veulent que leurs enfants soient protégés. En écoutant tout à l'heure la dame de la République démocratique du Congo, je pensais à ces enfants et je me disais, il y a un vrai travail à faire pour les enfants et c'est ce que toutes les femmes nous disent, toutes les femmes victimes toutes les familles de victimes disent, victimes de féminicide disent. On est dans une période particulière et moi je trouve que ce soit sur les violences conjugales ou sur les violences sexuelles, il y a des oreilles qui s'ouvrent, la société est plus sensible qu'avant et donc c'est pour nous vraiment un terrain, on va dire, intéressant pour travailler. Je veux dire deux choses rapides. Ça, c'était ce que je voulais vous dire en intro, et pour moi, c'est mon message essentiel. Non, je veux dire que j'ai encore une chose à dire, c'est que, excusez-moi, dans l'environnement, on parle de principe de précaution par rapport à l'usine qui flambe ou je ne sais pas quoi. Eh bien, par rapport aux violences faites aux femmes, il faut aussi qu'on soit dans le principe de précaution. Et c'est quoi le principe de précaution? C'est la protection des femmes. Et là aussi, on a encore un peu de temps à faire. Sur les dispositifs, je vais aller vite, comme ça je vais faire tout en même temps. Il y en a qui sont particulièrement destinés aux femmes victimes de violences sexuelles, puisque c'est de ça qu'on parle, et aux enfants. Alors, on a le téléphone grave danger en France. On a voulu que ce soit dès le début, dès 2014 quand ça a été généralisé, on a voulu que ce soit pour les femmes victimes de violences conjugales et pour les femmes victimes, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, victimes de violences sexuelles. C'est très peu utilisé dans notre pays pour les personnes victimes de violences sexuelles. Et on a donc une marge de progrès assez réelle à faire. En Seine-Saint-Denis, on a eu deux, qui étaient victimes de violences sexuelles, à qui on a donné le téléphone grave danger, sur 313 femmes protégées déjà aujourd'hui, dont 0 quand même n'ont été tuées, donc c'est dire l'efficacité du dispositif.
La protection, évidemment, il y a besoin que dès que la dame révèle les violences, qu'elle soit protégée, avec un contrôle judiciaire, la mise en prison du monsieur en présententiel, avant même qu'il y ait le jugement, qu'on soit dans quelque chose où on est vraiment dans protéger la dame. On n'y est pas du tout. On ne la croit pas et c'est compliqué. On sait qu'il y a que 10% de femmes qui portent plainte. C'est-à-dire qu'il y en a 90% qui sont victimes qui ne portent pas plainte. Ces 10% qui ont révélé, il faut vraiment les protéger et aller au bout de l'histoire. On n'y est pas. Quand il y a classement sans suite, faute comment on appelle ça, d'éléments suffisants, on dit classement sans suite. Et pour la dame, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas crue. Il y a sans doute quelque chose à mettre en place. On peut comprendre qu'il n'y ait pas suffisamment d'éléments matériels, mais il ne faut pas qu'il ne se passe rien pour cette dame. Et c'est là où on a une marge de progrès à avancer. Donc je ne vais pas détailler ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous m'entendez peut-être un peu, j'ai envie, je trouve qu'il faut vraiment, il faut que dans notre pays ça progresse et qu'on n'y est pas encore. Alors la prévention, puisque comme ça je vais aller vite et puis je laisserai la parole à mes collègues qui vont dire d'autres choses et du coup on se complétera, j'ai aucun doute. Je vais vous laisser parler du féminicide du coup, comme ça. L'Observatoire est un lieu de partenariat, donc vous entendez, c'est pour ça qu'on a dit que c'était la team de Seine-Saint-Denis, parce que finalement on est ensemble, on travaille ensemble et c'est ça qui est intéressant. Alors, la prévention. Donc on a un dispositif dont Diata a parlé. Je ne sais pas si tu es encore là, Diata. Elle revient. Bon, alors, effectivement, on a commencé avec Diata et avec d'autres personnes, notamment une réalisatrice de films qui s'appelle Émilie Desjardins, qui fait à la fois des films et des affiches avec les enfants. Et on vient, ça fait 14 ans. La première idée, on a dit, jeunes contre le sexisme, les jeunes ont des idées. Tout à l'heure, on a parlé des femmes qui avaient des idées pour elles-mêmes sortir des violences. Eh bien, les jeunes aussi, ils ont des idées pour lutter contre le sexisme. Et les outils qui ont été créés, ils nous ont dit dès la première année, on voudrait que ça serve aux plus jeunes. Et du coup, on a collecté ces outils maintenant depuis 14 ans et on vient de créer, vous le trouverez sur le site www.sensani.fr, on a créé un kit de formation qu'on appelle Jeunes contre le sexisme, avec leurs outils à eux. Et je viens de former les personnels de l'éducation nationale cette semaine, je ne me rappelle plus quel jour, mais ça n'a aucune importance, 210 professionnels de l'éducation nationale. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais l'année d'avant, on en avait 80. Donc on considère qu'on fait du gagne-terrain. Vous savez, dans notre lutte, on fait toujours du gagne-terrain. Et ces outils vont donc, à la fois ces fiches et ces outils, vont être utilisés par les jeunes. Et notre objectif, c'est de créer un diplôme, un brevet de jeunes contre le sexisme. C'est-à-dire que tous les jeunes qui participent à ce dispositif, soit par l'intermédiaire de ces fiches avec leurs profs ou les conseillères conjugales, etc., soit directement dans le dispositif, vont pouvoir passer ce diplôme, qui sera plutôt pas juste des connaissances, mais aussi une manière d'être, donc interroger plutôt leur manière d'être. Et j'ai laissé à ma place, donc c'est pas grave, peut-être vous connaissez, on a créé aussi un violentomètre, c'est-à-dire une petite réglette de couleur, donc quand c'est vert, eh ben, profite, tu es dans un rapport égalitaire. Quand c'est orange, vigilance, et quand c'est rouge, attention, cherche de l'aide, protège-toi. Et donc ça c'est pour les jeunes, on l'a créé pour les jeunes, mais c'est valable pour tout le monde, parce qu'on se rend compte que cette réglette, je ne sais pas si vous l'utilisez, elle sert à tout le monde, donc elle sert aussi aux plus âgés. Je voudrais terminer mon propos, on va peut-être passer tout de suite la vidéo comme ça vous dira une idée de la qualité de ce qu'ils font. C'est un petit clip qui dure pas longtemps, ça s'appelle Poudre Respect. On a gagné le prix au Festival du film de prévention à La Rochelle avec ce film, on étant les jeunes, qui l'ont présenté remarquablement bien. C'est des jeunes de 3e qui l'ont fait, vous allez voir.
Salut à tous! Soyez les bienvenus sur Achat Shopping. Eh bien Josiane, quel objet allez-vous nous présenter aujourd'hui? Un vent de liberté et de bonheur qui s'ouvre sur le plateau ce matin. Une exclusivité Achat Shopping. Une technologie exceptionnelle développée en France. Absolument géniale. La poudre Respect. Salut à tous! Soyez les bienvenus sur Achat Shopping. Eh bien Josiane, quel objet allez-vous nous présenter aujourd'hui? Un vent de liberté et de bonheur qui s'ouvre sur le plateau ce matin. Une exclusivité Achat Shopping. Une technologie exceptionnelle développée en France. Absolument géniale. La poudre Respect. Et qu'est-ce que c'est que cette poudre Josiane? Eh bien Jean-Bernard, cette poudre est un miracle qui va révolutionner la vie des femmes. Je m'adresse aux téléspectatrices, vous à la maison qui m'écoutez, vous qui rêvez d'être à égalité avec les hommes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où on vous a humilié, insulté, où on a colporté des rumeurs à votre sujet? Eh bien, ce produit est fait pour vous. Mais de quoi parlez-vous Josiane? C'est incroyablement simple et efficace. Petite démonstration. Eh les gars, je sais pas raconter, il s'est passé un truc de ouf. Vous avez vu la story de Sarah sur Snap? Elle a publié des photos avec un décolleté. Elle se respecte même pas en plus. Déjà, elle est sortie avec Ryan. 6 mois plus tard, avec Malik. Avant, dans ce genre de situation, je serais partie la tête baissée. J'aurais eu grave le seum. Mais maintenant, grâce à la poudre Respect, tous mes problèmes ont disparu. Mais on dit que de la merde. Oh, j'ai une drôle de sensation. Je me sens moins con d'un coup. Genre on la juge juste parce que c'est une meuf. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Époustouflant! Comment ça marche? Écoutons notre expert nous montrer comment fonctionne cette poudre Respect. Grâce au rayonnement infrarouge contenu dans la poudre, le lobe préfrontal où se situent les préjugés sexistes est agité par un mouvement moléculaire qui libère ainsi l'énergie naturelle de l'empathie. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se demande pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt. Ce produit marche-t-il dans toutes les situations? Effectivement, Jean-Bernard, ce produit marche à tout âge. Vous connaissez cette situation fort désagréable où c'est votre propre famille qui vous opprime? Ça existe encore ça? J'en ai bien peur, Jean-Bernard. Mais regardez plutôt. Petite démonstration des effets de ce produit miracle. Non ma fille, mais t'as pas honte? Ton corps est sacré. T'as pensé un peu à nous? Tu représentes l'honneur de la famille. Voilà, si je te chope, allez, sans retour. Ma chérie, mais pardonne-nous. Je ne sais pas à quoi en penser, enfin. Ton corps t'appartient C'est ton choix, et nous serons toujours là pour t'écouter. et t'épauler quand tu en auras besoin. Comme moi, quoi, la base. Waouh, c'est incroyable. Maintenant, j'ai autant de droits que mon frère. Merci pour le respect. Un produit miracle Josiane! Et combien vous en coûtera-t-il, mesdames, pour vous procurer ce produit indispensable? Eh bien, parce que c'est vous et que nous sommes la semaine des 4 lundis, Achat Shopping vous fait une offre imbattable. 99,90 €, payable en seulement 10 mensualités de 15 €. Et je rappelle que la poudre Respect est garantie sans parabènes et sans gluten. Dépêchez-vous, la quantité est limitée. En plus, pour toute commande effectuée aujourd'hui, recevez gratuitement le pulvérisateur Lacrimacho. Un petit cadeau bonus? L'accessoire dont vous ne pourrez plus jamais vous passer, à toujours avoir dans son sac. Eh mademoiselle. Bouffon, va. Mais c'est toi le bouffon. Vous en avez rêvé, Achat Shopping l'a trouvé pour vous. Appelez tout de suite notre standard au numéro qui s'affiche sur votre écran ou commandez sur notre site internet. Et après la pub, nous vous présenterons le porte-monnaie Kif Kif. Le porte-monnaie qui vous rend les 27% de salaire qui vous passe sous le nez chaque mois. Une team TV.
donne une idée de ce que les jeunes sont capables de faire. Les jeunes de Seine-Saint-Denis qui sont souvent stigmatisés, quand ils sont bien accompagnés, ça donne ça. Alors, maintenant... Désolée, je vais vous demander d'être synthétique et rapide. Alors bonjour, moi je suis Frédéric Broisin-Doutas, je suis médecin urgentiste depuis bientôt 25 ans et depuis bientôt 20 ans à Aulnay. On a commencé avec Fatima la prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants, parce que moi je dissocie pas forcément les femmes et les enfants, ils viennent souvent ensemble, ce sont souvent de jeunes mamans accompagnées d'enfants. Alors moi je suis au carrefour des premiers effets de la violence, c'est-à-dire que je suis pas... comme on a parlé beaucoup depuis hier dans la prise en charge et dans l'après, je suis plutôt dans la tentative de libération de la parole, du questionnement systématique et d'essayer d'orienter au mieux les femmes qui viennent dans un endroit qui n'est pas du tout dédié à l'écoute, au temps et à l'accueil, surtout en ce moment. Il y a 21 millions de passages en France aux urgences actuellement, donc ça fait du monde. Actuellement, comme vous le savez, les urgences sont en crise, donc même si Ernestine n'aime pas qu'on soit négatif, il faut quand même être réaliste. À Ballanger, on est moins 14 médecins. Donc pour vous dire que tous les protocoles et tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans, il est un petit peu mis à mal parce que c'est de la transmission, c'est de la formation, c'est du contenu, c'est du suivi des équipes paramédicales. Et on essaye de former nos internes, nos externes, on fait des thèses, on fait des mémoires, mais on a de moins en moins de temps de le faire et du coup on perd un petit peu en puissance malheureusement, mais bon, on lâche pas l'affaire. Alors pour vous dire que dans les gens qu'on forme, il y a aussi des internes et des externes, on en a une dizaine par semestre, et comme tout à l'heure on le disait, dans les 10, il y en a toujours un qui est très mal à l'aise dans la salle de staff quand on parle de ça, parce que tous les personnels médicaux et paramédicaux sont impactés aussi par cette problématique, et je pense qu'on n'est pas soignant non plus sans raison. Pour certains, ça fait partie de leur parcours aussi. Et il faut être prêt à avoir les réactions des gens qu'on forme en face de nous. Donc aux urgences, on fait comme on peut en essayant de prendre l'écoute, on écoute ces femmes. J'ai fait partie du groupe de travail qui a mis en place le kit de formation des médecins référents. J'ai fait partie des 4 formations des médecins référents violence en France, ce qui correspond à peu près 400 médecins référents qui ont été formés sur les 4 sessions. Je fais partie actuellement de la rédaction d'un référentiel à la Société française de médecine d'urgence sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles, enfants, adultes, hommes ou femmes. C'est un référentiel qui s'adresse à tous les personnels de l'urgence, du premier accueil à la régulation SAMU jusqu'à la prise en charge à l'accueil aux urgences et après. C'est un référentiel qui n'est pas simple à écrire parce qu'on est confronté aux unités médico-judiciaires et à la problématique de qui fait quoi. Voilà, pour la plupart des travaux. Ensuite, aux urgences de Ballanger, on a la chance d'avoir mis à l'initiative d'Ernestine René le protocole féminicide. C'est un protocole actuellement unique en France, je crois que tu le confirmes, qui prend en charge les enfants témoins du meurtre ou d'une agression violente d'un de leurs parents et qui sont hospitalisés en pédiatrie, suivis par les pédopsychiatres. C'est un protocole qui est en place depuis bientôt 4 ans. 24 enfants en ont bénéficié, dont des fratries, bien sûr, c'est pas 24 individus. Ce protocole a un comité de pilotage qui suit de très près toutes les améliorations qu'on peut mettre en place pour en faire. Il a évolué parce qu'au départ, c'était les enfants témoins du meurtre d'un de leurs parents. Maintenant, c'est les enfants qui sont aussi témoins d'une agression violente de leur maman, donc on étend la procédure. Donc voilà, on essaye de faire, on n'a pas un beau centre comme à Nantes, tout beau, tout neuf, mais on fait avec nos moyens et nos énergies locales. Voilà, donc je passe la parole à Fatima, qui fait l'après-urgence et qui prend les femmes en charge plus pour la thérapie et l'enveloppement. Alors on nous signale qu'on a très peu de temps et puis il y a les 2 partenaires aussi de route qui sont là avec nous. Donc moi je suis Fatima Le Griguer, je suis psychologue clinicienne et coordinatrice de l'unité spécialisée d'accompagnement du psychotraumatisme à l'hôpital Robert Ballanger, donc ça se situe à Aulnay-sous-Bois.
Et on a été récemment labellisé centre de psychotrauma parmi les 10 centres nationaux. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on a axé notre coordination autour des violences faites aux femmes et aux enfants. Donc c'est vraiment une spécificité chez nous. Voilà. Donc on est en copartenariat également avec l'hôpital et la PHP à Avicenne. Donc nous, depuis 2016, cette unité a été créée. Donc, on a reçu pour 2018 562 patients avec 80% de femmes, dont 362 femmes pour des problématiques de violence conjugale et de violence sexuelle. Donc, sinon, on s'occupe aussi des autres traumatismes, tout ce qui est braquage, deuil traumatique, catastrophe collective et autres. Ce qu'on propose, c'est des thérapies particulières, puisqu'on est tous spécialisés. Donc, je pense que vous avez sans doute vu, et puis j'ai vu dans la librairie tout à l'heure, qu'il y a les thérapies brèves, qui sont très efficaces aussi dans ce qui concerne le trauma. Donc, moi, je suis formée en EMDR et également en hypnose. Donc, c'est des outils thérapeutiques très utiles pour l'accompagnement des femmes victimes en particulier. Donc l'ICV, ACT également. Donc on propose 5 groupes de parole. Donc les violences conjugales, les violences sexuelles, les deuils traumatiques. Et un atelier un peu inédit qui est l'atelier psychosensoriel, parce que sans doute ça a été répété maintes fois. La notion centrale, c'est l'émotion. Donc quand une personne est traumatisée, donc c'est une disjonction au niveau émotionnel. Et donc du coup, il faut de nouveau réguler les émotions chez les patients. Et cet atelier est très utile puisqu'il utilise la médiation artistique. Et là aussi, on a beaucoup entendu des initiatives autour des médiations artistiques, telles que la danse, telles que le chant, l'écriture, le sport également. Donc, et nous, on passe par la peinture. On va passer aussi par un atelier sculpture qui va permettre aussi la réappropriation du corps à travers le toucher, et tout ça sous hypnose. Donc, j'ai entendu tout à l'heure aussi que pour certaines patientes, il fallait hésiter à recourir à l'hypnose. Effectivement, dans certaines cultures, il peut y avoir des transes qui peuvent être spectaculaires. Donc, il faut vraiment l'adapter au cas par cas. Donc, c'est ce que nous, on fait vraiment quotidiennement. Donc notre unité, comme elle l'a expliqué Fred, elle est transversale, et il a été essentiel pour nous de travailler vraiment en collaboration avec l'ensemble des services, parce qu'évidemment les violences intrafamiliales, on les trouve à tous les niveaux. C'est une problématique familiale et de santé, donc on les retrouve en mater-gynéco, aux urgences, au service de la douleur, en service d'hospitalisation suite à une fracture, et souvent c'est noyé dans une multitude de symptômes. Donc nous, on était un petit peu la jonction entre tous ces services et la possibilité d'accompagner et d'un point de vue médical et d'un point de vue psychologique. Donc notre équipe, elle est constituée de 6 psychologues, donc c'est quand même pas mal par rapport à d'autres structures. On a un psychiatre, on a un médecin urgentiste également qui intervient chez nous et qui est hypnothérapeute, donc qui intervient surtout en hypnoanalgésie, donc par rapport aux douleurs, parce que bien souvent les femmes qui vivent des psychotraumatismes lourds ont aussi des symptômes physiques accompagnés et très lourds pour la plupart. On a également l'intervention d'une sophrologue lors de nos groupes de parole, donc qui permet de préparer la libération de la parole ou qui termine pour essayer d'apaiser un petit peu les choses. On a également 2 éducateurs hypnothérapeutes qui nous accompagnent et une art-thérapeute. Donc on a quand même une équipe assez complète. Et tout ça, on est en interaction avec les différents services de l'hôpital et on intervient également en liaison, en direct, à la rencontre des victimes quand on nous le demande. Et la pédopsychiatrie également pour la question des enfants. Parce que bien souvent, il faut aussi accompagner les enfants et on travaille beaucoup avec le docteur Rapaport en pédopsie. Je vais aller vite parce qu'on a un projet aussi en commun, c'est qu'on veut développer aussi des permanences avec les policiers. Donc ça va se faire progressivement, donc qui va permettre de recueillir les plaintes des femmes victimes en direct et de préparer surtout les plaintes parce que beaucoup de femmes ne sont pas forcément préparées à l'idée de déposer plainte et ça permet de rassurer. Voilà. Avec des policiers formés, sensibilisés, volontaires. Ça, c'est les critères donnés par Ernestine René et que je partage volontiers. Donc, ce sera pareil avec les services juridiques, les associations d'aide aux victimes. Voilà, un peu sur le modèle de la Maison des femmes, puisque nous, on suit aussi ce modèle qu'on partage. Voilà.
Avant de passer justement la parole à la structure innovante aussi de la Maison des femmes de Saint-Denis, je voulais juste vous dire, parce qu'après je ne suis pas sûre qu'on aura le temps, que du coup je vous enverrai toutes les propositions, que j'attends de vous que vous me rapportiez aussi toutes vos propositions, et que tout ce qui, malheureusement, parce qu'il y avait toute la partie un peu vraiment beaucoup plus sur le thème des outils de formation, tout ça vous les recevrez. En fait, tout ce qu'on voulait vous présenter, on va vous les envoyer. Voilà, du coup vous les aurez avec des liens. Et puis je voulais vous dire aussi que Diarata a oublié de vous dire qu'elle met à votre disposition des affiches pour Résonante, et aussi il y a une 50aine de CD, je crois, que vous pouvez avoir de mot pour mot dont elle a parlé. Voilà. Et dernière chose avant de passer, parce que du coup on passe la parole, et puis après on va arrêter le colloque. On est un peu victime de toute la richesse de ces 2 journées, ce qui fait qu'on s'est étalé. Oui, puis je voulais donner de la parole à tellement de personnes, mais je pense que vous êtes d'accord que c'était vraiment, toutes les personnes qui ont parlé, c'était très riche. On a eu beaucoup d'échanges. Et la dernière chose, vous avez entendu Yelena, vous l'avez vue dans le CD. Elle est en grande détresse. Elle n'a plus aucun revenu, aucune possibilité. Pour tous ceux qui peuvent l'aider un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, je vous remercie en sortant, si vous pouvez être solidaire avec elle par rapport à tout ce qu'elle va traverser, tout ce qu'elle traverse actuellement et tout ce qu'elle a traversé. Vraiment, je vous remercie pour elle, si jamais vous avez cette possibilité-là. Voilà, merci beaucoup, et je passe la parole à la Maison des femmes. Merci. Merci Muriel pour ce colloque, merci de nous avoir invités. L'heure tourne, je vais être très brève. Je suis le docteur Atem, je suis gynécologue, et si je suis venue à m'occuper des violences, c'est à travers les femmes, puisque les gynécologues s'occupent des femmes et de tout ce qu'elles ont pu me raconter pendant toutes mes années de pratique. Donc ça m'a amené à avoir l'idée d'un lieu un peu dédié, mais il y a eu plein de lieux dont on a parlé, qui s'appelle la Maison des femmes. Alors contrairement à Madame Roland, la mère, moi j'avais 0 centime et personne ne m'a dit vas-y, ne lésine pas, il faut que ça soit beau. Il n'empêche, on a fini par trouver des sous, on a fini par créer cet endroit qui est pas mal, bon, pas tout à fait pareil. Et on y a 3 parcours de soins, un planning, et juste je voulais insister sur le planning. Le planning est un endroit très important, c'est un endroit pour identifier la violence, pour repérer, pour accompagner les jeunes, pour éduquer. On va dans les lycées, les collèges, on les reçoit, et je pense qu'il faut soutenir les plannings parce que la France a la chance d'en avoir. La deuxième unité s'occupe d'excision, et on a aussi pour toutes les unités des groupes de parole, de l'art-thérapie, du sport. Vous avez vu le très très beau film avec Laurence Fischer. Et enfin, on a l'unité violence qui est coordonnée par Mathilde, à laquelle je laisse la parole. Merci Rada. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Muriel. Donc l'unité violence, elle est composée de professionnels de santé, somaticiens et psychothérapeutes. Donc on a commencé avec des gynécologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, et puis on a aussi invité parmi notre équipe une médecin légiste qui reçoit sans réquisition et avec réquisition, et ça me paraît être vraiment l'avenir de la médecine légale en France. D'abord les soins, puis les constatations, puis quand la victime est prête, la plainte. Et ce que dit Rada, le fait d'être appuyé comme ça sur un centre de planification familiale, ça permet par exemple de conserver le produit d'aspiration en cas d'IVG suite à un viol, même si la femme ne souhaite pas déposer plainte pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'une structure holistique, ça a beaucoup de sens quand elle est appuyée sur un hôpital, parce que par exemple pour cette pratique-là, on s'appuie sur le labo Nanapat. Voilà. On s'appuie aussi sur les compétences en addictologie de l'hôpital ou d'infectiologie quand les femmes ont eu des violences sexuelles avec un risque de contamination. Une médecin psychiatre aussi, que les psychologues spécialisés sur le psychotrauma nous ont fait remonter comme besoin. Il n'y avait pas de médecin psychiatre au départ. Et puis on s'appuie aussi sur les compétences du médecin sexologue qui est dédié plutôt aux femmes excisées, mais qui va pouvoir soutenir certaines femmes, notamment qui ont subi des violences sexuelles.
L'idée, en fait, c'est que l'entrée dans le parcours de sortie des violences se fasse par le soin, donc une consultation médicale, sage-femme, médecin, et qu'après, on voit avec elle ce dont elle a besoin. Elle peut bénéficier donc d'un accompagnement juridique. Il y a des policiers qui sont là pour rassurer sur la fonction de policier. Il y a beaucoup de femmes qui ont été très, très abîmées et déçues de l'accompagnement. Et puis, depuis mai, grâce à un accord entre le commissaire divisionnaire et Rada Hatem et l'hôpital de La Fontaine, il y a des plaintes prises. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un grand atout des policiers qu'on a formés et qui viennent sur leurs propres souhaits. Des avocates qui sont bénévoles au sein de notre structure et qui parfois deviennent l'avocate qui va représenter la femme. Ça permet vraiment tout ça, de la renarcissisation. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais voilà, ce matin encore, une de mes patientes m'a dit vraiment l'avocate vers laquelle vous m'avez envoyée, je sens que c'est une pointure et je ne pensais pas que moi, je mériterais un jour d'avoir une avocate comme ça. Je pensais que je devrais me contenter de quelqu'un qui ne m'a pas vraiment choisi comme cliente, que je n'ai pas vraiment choisi comme avocate. Le fait d'avoir vu la médecin légiste, sans réquisition, de lire le certificat, elles se sentent crues. Et elles vont plus vite vers la plainte, parce qu'elles sentent qu'elles ont un élément matériel, quelque chose de concret, à apporter lors de la plainte, même si bien sûr on leur explique que c'est pas indispensable. Et puis voilà, on a pu faire les soins et les constats quand il y avait les blessures, et puis le temps de la plainte vient quand c'est leur moment. Il y a une assistante sociale hospitalière qui est là pour soutenir l'ensemble des femmes qui passent, donc elle ne voit pas toutes les femmes, elle s'appuie vraiment aussi sur le droit commun. Et puis il y a toute la partie psychocorporelle en individuel avec une kiné, une ostéopathe, une psychomotricienne, une masseuse, et en collectif il y a les ateliers de karaté, mais aussi de danse, de théâtre, et autour de la peinture où les femmes sont invitées à faire un autoportrait d'elles-mêmes. Donc ça permet que toutes les sensibilités s'y retrouvent. On a beaucoup de femmes qui sont demandeuses d'asile qui sont accompagnées par notre structure parce que par définition elles ont été toutes victimes de violences. On a des femmes qui viennent de très loin. On essaye de se resectoriser parce que ça n'a pas trop de sens de faire 3 heures de route pour venir à sa séance de psychothérapie. Et on est ravis que d'autres structures holistiques et pluridisciplinaires ouvrent. Voilà, il y a aussi des groupes de parole, notamment qu'on démarré, je pense qu'on peut mettre en valeur le groupe de parole en complémentarité de celui sur les violences conjugales, celui sur les violences sexuelles et celui sur les mutilations. Un groupe fermé sur l'inceste a ouvert, co-animé par une psychologue et une sage-femme, toutes deux spécialisées sur l'inceste. C'est un groupe fermé qui a déjà démarré, qui va aller jusqu'à fin juin. Et puis en septembre prochain, un autre redémarrera. Voilà, ça me paraît être intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai le droit de vous offrir une citation ? Aimé Césaire, j'ai fait un rapport sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, disait « Je suis du côté de l'espérance, lucide, hors de toute naïveté. Nous, ici, nous sommes du côté de l'espérance, hors de toute naïveté, donc les violences sexuelles vont reculer. » Merci. Oui, Muriel arrive pour clôturer. Alors, il y avait évidemment encore plein de choses à dire. Voilà, Muriel, sur les 10 ans de l'association et sur, entre autres, on avait des petites choses à vous dire sur la façon de choisir son thérapeute. On va vous envoyer des documents là-dessus. On va vous envoyer beaucoup de documents, c'est ce que je vous ai dit à toutes les personnes qui ont participé, tous les outils qui sont déjà à notre disposition, tous ceux qui vont être mis à disposition. On va vous envoyer nos projets. On va vous envoyer aussi, on va reprendre un petit peu toutes les structures innovantes pour que vous ayez tous les éléments. On va, du coup, par rapport à la prévention
Du coup, on n'a malheureusement pas eu le temps. On avait plein de choses à vous dire sur ce domaine-là, sur le dépistage systématique. Mais on va vous l'envoyer. Et puis, il faut que ce soit vivant. Donc, on va continuer à rester en contact. Si vous êtes OK, on garde vos coordonnées et on continue à échanger avec vous. Et puis, vraiment, je voulais infiniment vous remercier pour aussi la qualité de votre écoute, de votre participation, l'ambiance que vous avez mise, parce que c'était très chaleureux. Et puis ça fait chaud au cœur à tout le monde et ça donne des ailes pour continuer notre combat, continuer tout ce que l'on fait. Et c'était vraiment un moment, en tout cas très marquant aussi pour moi. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. Et vraiment, restez en contact avec nous, apportez-nous beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. On va faire quasiment une boîte mail spécifique pour tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut vraiment penser. Et voilà, on a appris qu'Adrien Taquet allait donner, allait faire présenter son plan lundi finalement. On a déjà quelques échos. Je pense que ça va être un peu décevant, mais on va monter au créneau. Je parle par euphémisme. Hein. Mais on va monter au créneau. Et je veux dire, là, on ne va pas les lâcher. On va continuer à penser les choses. On va continuer à agir sur tous les plans. Et sur justement tous ces combats qu'on mène, d'oublier personne. Vraiment de penser les choses en n'oubliant personne. Et là, on voulait présenter aussi avec Marie Rabatel un petit peu la problématique des violences et des troubles psychotraumatiques chez les personnes autistes qui se confondent avec l'autisme. Et ce qui fait que tous les troubles psychotraumatiques sont mis sur le compte de l'autisme. Et pour les personnes qui ont des handicaps mentaux, des problèmes psychiatriques, c'est la même chose pour les personnes. On met toujours tout sur le compte de la psychose, de l'Alzheimer, etc. Donc de penser aussi les choses différemment. Donc on va créer une page spécifique pour vraiment vous apporter tous les outils. Et si on oublie quelque chose, surtout vous nous le dites. Et puis vraiment, je vous remercie de tout cœur. Vraiment, merci à tous les membres de l'association. Merci. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis on va continuer dans ce climat d'échange, de solidarité très forte et de détermination et d'engagement. Voilà. Tous ceux qui peuvent penser à Yelena, vraiment, si c'est possible, je vous remercie. Et puis vraiment, on continue le combat.